Alors, merci beaucoup et je dois vous dire que ma situation vient de s'aggraver en quelques minutes puisque Damien vient de voler mon introduction. Alors, j'avais déjà pas grand-chose à dire. Là, Oubliez tout ce que ça j'ai dit, vient Nicolas va de nous se exposer. resserrer encore plus. Alors, je suis désolé, c'est ma première sortie officielle. C'est une prise de poste depuis lundi. Voilà. Alors, effectivement, je dois vous dire que ce n'est pas facile. Mais néanmoins, étant dans le groupe INSEC depuis 10 ans, j'ai quelques informations à partager avec vous. Oui, effectivement, mon collègue Julien Depau, qui vient de partir à San Francisco pour monter un campus pour la rentrée, est en quelque sorte l'instigateur au sein du groupe INSEC de ces Serious Games, en tout cas du partenariat qu'on a engagé depuis, il me semble, fin 2009, début 2010. L'idée était la suivante, comme beaucoup d'écoles supérieures de commerce, on s'est aperçu, on s'en aperçoit pas, on le sait, que nous avons un public tellement divers avec ces étudiants qui intègrent l'école après avoir fait une classe préparatoire, ceux qui viennent après des BTS, après la fac, après des IUT. Désormais, on intègre des prépas littéraires, puis des prépas scientifiques de type maths sup, maths spé. Bien, il faut donc un tronc commun pour cela. Et ensuite, nous nous sommes aperçus que nous avions encore des différences avec ceux qui étaient en apprentissage, entre 30 et 40%, ceux qui sont en classique. Donc on a commencé par réfléchir à comment mettre cette population dans un traitement en quelque sorte professionnalisant et égalitaire. Alors on a augmenté la partie des stages, leur contenu, leur nombre pour les étudiants qui n'étaient pas apprentis. Et ensuite, nous avons réfléchi effectivement tout à fait naturellement aux Serious Games. On a commencé par quelque chose qui est hors collaboration, en quelque sorte. On a commencé par réfléchir à un concept qui s'appelle toujours d'ailleurs la nuit de la crise, que nous avons transformé en 24 heures de la crise, ou comment enfermer pendant 24 heures de force, donc 5 à 600 étudiants dans une école, sans fumer, parce que c'est ça qui est compliqué pour eux, pour faire de la gestion de crise. Voilà. Donc c'était déjà une sorte de serious game, c'est toujours une sorte de serious game qu'on a développé sur nos 3 campus français qui sont Bordeaux, Paris et Alpes-Savoie, donc Chambéry anciennement, et c'est Chambéry. Aujourd'hui, on privatise en quelque sorte nos locaux pour les étudiants pendant entre 12 et 24 heures pour faire de la gestion de crise. Et évidemment, ils découvrent sur le tas, sur place, ce qu'est une gestion de crise, ils découvrent leur entreprise, ils découvrent leur rôle dans l'entreprise, et nous avons en fait deux catégories d'étudiants, ceux qui créent la crise et évidemment ceux qui la gèrent. Voilà. Et puis tout à fait naturellement, on est venu, et voilà, c'était donc ce que disait Damien tout à l'heure, on est venu à discuter avec Design sur les Serious Games et sur l'utilisation des Serious Games de Renault. Alors on a commencé en 2010 avec un premier Serious Game, mais alors je parle sous votre contrôle, hein, évidemment toujours, ce qui s'appelait Little Big Interview, qui était... Oui, là, on était encore dans la partie jeu générique, donc un outil de formation à la conduite de l'entretien annuel, donc un outil orienté RH management, qui était en effet nos premiers pas ensemble, donc intégrés dans une formation orientée RH pour les étudiants, avant d'enchaîner donc l'année d'après avec les jeux plus spécifiquement Renault. Ici, on a donc le premier qu'on a... Et notre abonnement au store, ouais. Voilà. À partir de 2011. Et effectivement, on a enchaîné l'année suivante avec Ultimate Sales Manager et ensuite Renault Challenge. Voilà, où nous avons en fait compacté en quelque sorte ce que l'on peut faire au niveau de la formation continue sur 3 jours sur les campus Paris, donc Bordeaux et Chambéry, où nous avons effectivement, parce qu'on aboutit globalement tous au même constat, hein, le e-learning, ça ne marche pas s'il n'y a pas de présentiel derrière. Je viens d'en faire les frais sur les langues vivantes, rétro-pédalage immédiat en quelque sorte. Eh bien, il nous faut du présentiel. Donc on a en quelque sorte utilisé ces serious games à la sauce grande école en quelque sorte, et il faut faire participer les profs. Il faut que les étudiants puissent se sentir encadrés. Alors, on fait un petit mix, en quelque sorte. On les met en situation, on les laisse libres de leur travail, libres de la découverte, en quelque sorte. On leur donne cette fameuse clé USB,
et on les renvoie chez eux. Et ce que disait mon collègue, mon prédécesseur Julien Depaux, c'était travailler, jouer toute la nuit, et puis on verra après, découvrez, et puis on verra demain. Et effectivement, le lendemain, on les encadre. Voilà. Et ensuite, sur la 3e journée, on fait un véritable débriefing. C'est assez étonnant parce que j'ai regardé les chiffres hier, on est sur un taux de satisfaction qui est quasiment identique. Je crois qu'on est à 85%. Beaucoup de parallèles entre ce que vous avez fait et ce qu'on a on est dans le monde voilà. de l'entreprise. Et le scoring aussi. Ça, faut que ça joue, faut que ça score, faut que ça se compare. Voilà, faut que ça se chambre dans les couloirs. Ça, c'est une évidence. Nous, on n'a pas eu tant de... Je reprends ce que disait ma collègue, on n'a pas eu tant de... Alors, je vous dis ça parce que je n'invente pas, j'y étais, je n'encadrais pas, mais je regardais. Hein, donc, j'ai quand même une petite expérience de ce que sont les Serious Games à l'école. On n'a pas eu tant que ça de réticence de la part des étudiants. Mais on a surtout eu enfin du ludique. Ce qui nous a rassurés sur ce qu'on faisait avant. Mais voilà, il y a eu une approche positive immédiate. Il y a eu une approche, pas tout à fait immédiate d'ailleurs, il y a eu une approche positive à partir du moment où les professionnels ont présenté le concept. Parce que quand les profs s'y sont mis au départ, bon, c'était évidemment au départ, je pense que c'était aussi une absence de formation de la part des profs de l'école, mais on a senti à un moment de flottement. Et puis dès que on est rentré en quelque sorte dans le dur et dans l'explication même par les professionnels extérieurs, dont vous, du Serious Game, là d'un coup ça a réveillé tout le monde. Voilà. Donc en effet, l'opération entre guillemets, si je peux dire, ça consistait à intervenir. Donc moi de mon côté en tant qu'éditeur du jeu, si vous voulez, là encore c'était pas Jean-François, mais Didier Delcourt qui nous accompagnait donc de la Radio Academy sur cette opération. Donc en effet Didier a exposé. Qu'est-ce que c'est Renault, l'international, la marque, le commerce, les commerciaux, comment former les commerciaux, il faut des outils, quels outils, quelle efficacité, etc. Et donc ça a généré un niveau d'intérêt et en même temps il y avait des étudiants qui s'endormaient. Et donc j'en ai profité pour leur expliquer que voilà, c'est un peu ce qui se passe dans le milieu de l'entreprise, c'est ce qui vous attend. Il y a beaucoup de gens encore qui sont dans un mode amphithéâtre ou salle de classe et un sage ou un sachant qui expose ce qu'il sait à ceux qui ne savent pas. Et donc à partir du moment qu'on a pu dire bon maintenant on finit le parti théorique et l'exposé théorique, on va vous lancer les jeux et on va vous mettre vous-même en action, il y avait une toute autre dynamique qui s'est manifestée, qui s'est réveillée à ce moment-là. Et en effet il y avait assez peu d'instructions, c'était allez organisez-vous en équipe de 2 ou 3 et revenez vous voir avec vos meilleurs scores. Et on a fait ces présentations en fait en plusieurs temps parce qu'il y avait près de 500 étudiants, je pense. Et donc, après la première session, il y a des élèves qui sont venus me voir en disant j'ai fait 90. Est-ce bien? J'ai dit c'est bien si vos collègues font 80, mais s'il y a des collègues qui font 150, 90, c'est pas terrible, tout est relatif. Il dit ah oui, vous avez raison. Allez les gars, on va retourner, on va jouer encore jusqu'à faire tout ce qu'on peut. Et donc il y avait vraiment, de façon tout à fait naturelle et je dirais spontanée, cette notion de compète qui du coup a donné naissance à la répétition. Et la répétition, comme a dit Hélène tout à l'heure, c'est un des leviers clés d'un véritable apprentissage. C'est pas le seul, mais voilà, on a l'habitude chez nous de parler de 2 leviers qui sont plaisir et motivation. Et donc, on s'appuie sur ces 2 axes-là pour essayer d'engager des joueurs dans des parcours sur lesquels ils vont avoir une notion de répétition, se faire plaisir en se faisant, et du coup, avoir un apprentissage pendant ce temps-là, presque malgré eux, si je peux dire. Donc, voilà. Le succès a un peu dépassé nos prévisions parce que comme dans toutes les écoles, ça parle de promo. C'est vendu aujourd'hui quasiment par nos admisseurs, c'est-à-dire ceux qui accueillent les nouveaux candidats pour la promo 2017, ce qu'on appelle, ceux qui seront diplômés en 2017. Et on nous demande quand est-ce que sont situés les Serious Games dans l'année. Donc on n'a même plus besoin de le vendre aux étudiants, c'est vraiment une sorte de bouffée d'oxygène, ludique, professionnalisante, différente dans notre enseignement. C'est un plus indéniable. Alors à relativiser néanmoins, à relativiser vis-à-vis de la fonction enseignante, nos profs ont un peu de mal quand même.
Voilà, j'ai toujours l'impression que... mais moi-même, hein, moi je ne suis ni prof de finance, ni prof de marketing, je viens de l'enseignement juridique, je suis prof de droit. Initialement, quand on m'a présenté les Serious Games, j'ai fui. Et beaucoup sont encore dans cette situation-là. Maintenant, progressivement, l'idée, si vous voulez, chez nos enseignants, je ne sais pas si c'est partagé par d'autres, par exemple à Grenoble, on a l'impression qu'on leur vole une partie de leur travail, quoi, de leur présentiel, de leur syllabus, que sais-je. Voilà. À partir du moment où on délègue ça à quelqu'un d'autre, alors il faut bien expliquer que l'encadrement, et puis derrière, on peut faire des cours et on peut débriefer sur un certain nombre d'heures, évidemment. Notre prochaine étape... Alors, avant de parler de la prochaine étape, juste voilà ce qu'il en sort, alors de façon informelle, parce que chez nous, il y a eu évidemment moins d'études de fond qu'apparemment à Grenoble. On a plusieurs publics et on a eu plusieurs retours de la part des étudiants. Il y a ceux qui considèrent cela comme un jeu et qui considéreront toujours ça comme un jeu. Voilà. C'est un jeu, je ne pense pas qu'il y aura de retour après. Je pensais qu'il y aura d'utilisation en termes de professionnalisation, de retombées en termes de professionnalisation. C'est lui, là, à droite. C'est celui-là, exactement. Puis celui du fond, là-bas. Vous avez ceux qui améliorent leurs compétences et souvent ceux-là sont ceux qui avaient déjà pris en quelque sorte le chemin de la professionnalisation, soit chez nous, par la voie précédemment de l'apprentissage, des stages, qui travaillent déjà, qui ont une idée de leur parcours, de leur future profession de façon très précise. Et vous le savez très bien, chez les étudiants, il y a en quelque sorte deux catégories. Il y a ceux qui ont déjà le pied dans l'entreprise et qui sont déjà prêts à travailler, qui se sont déjà construits un avenir. Et puis il y a ceux qui restent étudiants toute leur vie. J'en ai fait partie, donc je sais de quoi je parle. Voilà, alors ceux-là ont du mal à sortir du jeu. Voilà. Et puis, ceux pour lesquels on a une population quasiment déjà acquise, effectivement, ceux-là on améliore leur performance de façon extrêmement visible. Alors, on a la chance, nous, d'être multicampus. Là, je terminerai sur l'avenir. On a la chance d'être multicampus. On a 3 campus en France, donc Paris, Bordeaux, Chambéry. Et nous avons ce qu'on appelle des campus dédiés pour des secteurs de formation très particuliers, Monaco pour le luxe, Chicago pour les métiers du web, donc San Francisco, Julien Depeau est en train de monter pour le design, et on a Londres pour la finance. Et l'objectif prochain, mais ça va être apparemment très très compliqué, parce que je viens d'écouter ce que vient de dire le représentant de chez Renault pour, en quelque sorte, démultiplier les plateformes de travail. L'objectif, c'est de mettre tout ça en cohésion sur une même semaine. On l'a déjà fait sur Paris, Bordeaux, Chambéry. Objectif, faire travailler tout le monde sur une semaine de Serious Game sur tous nos campus. Voilà, on a déjà du mal à Paris, alors je ne sais pas si on y arrivera. Voilà, c'est ce qui me retombe dessus depuis une semaine. Je vous remercie beaucoup d'avoir été particulièrement indulgent avec moi. Voilà. Merci beaucoup, Nicolas. Et donc, on va en profiter pour avoir un petit échange avec vous, à la fois pour peut-être poser des questions à Nicolas et ou Jean-François sur l'usage qu'on a pu avoir, de ces jeux au sein du groupe Renault. Est-ce que vous avez des questions? Voilà. Pauline, si tu veux bien. Merci. Anne Vanet, Denis Hydro Paris 7, responsable de la pédagogie numérique, mais pour autant bioinformaticienne. Sur notre campus, on est complètement pluridisciplinaire, et bien que tout le savoir-être me paraît complètement indispensable en tant que personne, pour mes étudiants, moi je les forme à de la programmation, et après ils vont partir dans des boîtes pour faire comme des vrais geeks de l'informatique sur des séquences biologiques. Et là, je ne vois pas, pour l'instant, parce que je suis complètement nouvelle et c'est la première fois que je vois ce genre d'intervention, je ne vois pas pour l'instant quel serious game on pourrait utiliser pour ce genre de public qui ne va pas être dans le lien à l'autre, où on ne va rien vendre du tout, et il va être en lien avec son ordinateur. Alors, c'est peut-être l'intervention de François Jaujard de l'école des mines qui ne va pas tarder, qui nous apporterait quelques éléments de réponse. Je pense qu'on peut trouver des parallèles. C'est en tout cas, de ce que j'ai retenu, François, de cette expérience, ce sont des profils qui considèrent que leur relation avec l'autre
des notions de management, de pilotage d'équipe, de suivi d'objectifs donnés, etc., et le relationnel qui en découle, n'est pas leur problème, parce que c'est des ingénieurs et les relations avec c'est pas des RH. Voilà, donc je regarde François tout en disant ça, en espérant qu'il va me donner raison et qu'on peut imaginer quelques éléments de réponse à votre interrogation, qui est tout à fait justifiée, dans sa présentation. Donc on se reposera la question juste après pour savoir si on a pu avancer sur cet axe-là. Donc juste derrière vous, il y a un autre monsieur. Oui, bonjour, Antoine Triche, formation à la propriété intellectuelle, I2EPI. C'est une question pour Jean-François, pardon, de Renault. Quel est aujourd'hui le pourcentage du budget de Renault Academy en distanciel, hein, à la fois e-learning et serious game? Et selon vous, dans 5-10 ans à venir, comment ce pourcentage est susceptible d'évoluer? Donc, comment vous voyez l'équilibre se créer à l'avenir entre le présentiel classique et ces nouvelles formes d'apprentissage à distance? Alors, au niveau de Renault Academy, le distanciel représente à peu près 30 à 40% des formations. Là, je raisonne sur le périmètre global que je vous ai situé, à savoir les formations techniques, qui sont le plus gros morceau, parce qu'à chaque nouveau véhicule ou à chaque nouvel organe, nouvelle technologie, il faut former les gens. Donc si je prends vraiment la globalité, on est à peu près à 30 à 40% en distanciel et donc 60% en présentiel. Pourquoi ? Parce qu'on est en train de travailler sur une nouvelle approche au niveau notamment du remplacement de la gamme de véhicules, ce qu'on appelle la gamme 1540, avec le premier véhicule en 2015, le remplacement de l'espace. C'est-à-dire qu'au jour d'aujourd'hui, ce qu'on appelle les IPC chez nous, c'est-à-dire les impératifs pour commercialiser, si vous ne le faites pas ou si le pays ne le fait pas, que ce soit de la formation ou autre chose, ou les locaux, vous n'avez pas le droit de commercialiser un véhicule. Donc les IPC voulaient qu'on forme en amont de la commercialisation d'un véhicule. Ça n'est plus possible au jour d'aujourd'hui parce qu'on est sur des plannings très très tendus et on ne peut pas former à 100% nos personnels réseau en amont d'une commercialisation véhicule. Donc qu'est-ce qu'on fait ? On fait ce qu'on appelle un step 1 avec des éléments en distanciel. Donc ça peut être du serious game, ça peut être principalement des supports vidéo qui font découvrir au personnel des affaires le nouveau véhicule, ses nouvelles fonctionnalités. Et ensuite, uniquement 1 mois, voire 6 semaines après une commercialisation, on forme les gens en présentiel en s'appuyant sur ce qui a été fait en distanciel, mais surtout pour faire de l'ancrage et surtout pour faire de la mise en pratique. Parce que dans certains métiers, que vous soyez peintre, carrossier, tôlier, ou que vous soyez mécanicien, cotec, technicien spécialisé, il vous faut pratiquer sur le véhicule, il n'y a pas d'autre moyen. Donc là, le 40%, c'est vraiment le maximum que l'on puisse faire dans nos métiers, dans notre profession de constructeur. Voilà, donc pour résumer et clôturer ce deuxième témoignage, deuxième et troisième avec Nicolas et Jean-François, c'est juste pour souligner que voilà, on a à l'intérieur de notre académie des produits dits génériques sur étagère prêts à l'emploi qui sont les nôtres et qu'on commercialise, mais on a également, donc c'est juste pour souligner cet aspect-là, on a cette possibilité avec des industriels ou des entreprises du privé d'avoir des accords pour l'utilisation des produits un peu plus sur mesure et qui étaient faits à l'origine pour des besoins assez spécifiques dans les entreprises, pour qu'ils puissent avoir une sorte de deuxième vie ou un usage autre dans le milieu académique. Et ce n'était pas prévu, mais pour que Nicolas se sente peut-être un peu moins seul et pas noyé dans tous ces responsables RH et commerciaux qu'on peut imaginer formés avec nos jeux, dans la gamme et dans les différentes thématiques qu'on a pu traiter, il y a aussi des questions de juridique. Et donc voilà, ça peut être aussi un élément de formation pour des futurs salariés des entreprises qui ont besoin d'avoir quelques connaissances en juridique. Donc un petit illustration d'un jeu orienté juridique qui fait partie de la gamme. On dit qu'un bon vendeur doit savoir tout faire. Soigner la relation, être à l'écoute, avoir le sens des affaires. Regardez, nos amis se débrouillent plutôt bien, non ? Aïe, peut-être pas si bien que ça en fin de compte. Apparemment, sur le droit de la concurrence, ils ne sont pas encore au point.
Comme quoi, éviter les infractions, c'est plus facile à dire qu'à faire. Alors évidemment, on peut apprendre les textes officiels par cœur. On peut se faire peur en lisant la presse. Une amende de 500 millions? Waouh, ça fait froid dans le dos. On peut aussi décider de ne prendre aucun risque. Je compte faire une promo sur la gamme hiver. T'en penses quoi? Ou encore essayer de ne pas se faire repérer. Mais on peut aussi s'entraîner. Un concurrent indiscret, un client qui compare les prix, c'est le genre de personnage qu'il vaut mieux avoir rencontré en virtuel avant de foncer sur le terrain. Vous ne croyez pas? Découvrez le Serious Game Mission Antitrust. Votre objectif? Résoudre chaque situation sans enfreindre les principes antitrust. Mais attention, il est très facile de faire des erreurs, voire de faire game over. Jouez le jeu, apprenez de vos erreurs et adoptez les bons réflexes. Voilà, donc un jeu qui fait partie d'une gamme juridique qu'on avait initiée, ça me semble, oui, j'allais dire initialement, voilà, avec les juristes de groupe Michelin. Et donc on poursuit avec une approche multi-entreprise à bâtir toute une gamme de produits juridiques qui sont de coup génériques et intégrés dans le Nathan Academy. Donc voilà, il y a des formations, enfin des outils de formation orientés RH, management, vente, mais aussi des thématiques un peu autres, ici notamment juridiques. Et il y en a d'autres sur gestion de projet, etc. Donc, François, je vous remercie déjà de votre patience. Il fait chaud ici sur scène. Merci d'avoir patienté. Donc, je vais passer la parole à François, donc, qui va se présenter, donc, représentant de l'École nationale supérieure des mines, et qui donc a pu expérimenter depuis quelques années déjà l'usage de jeux sérieux, plutôt orienté management, avec une forte composant de savoir-être. Et donc François va nous exposer un petit peu l'usage qu'il a pu faire de ces jeux, ce que ça a provoqué chez ses élèves étudiants et un peu la conclusion de ces usages. Merci François.